Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, la comprendre et vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez, en conséquence, adapter votre stratégie d'investissement ou de trading ou bien tout simplement prendre le train d'une actualité qui file à 100 à l'heure et tenter de la comprendre. Pour ce faire, on s'appuie sur un réseau dense de professionnels, d'experts de la finance et de l'analyse technique dont fait partie Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Avec nous pour comprendre où va le DAX. Le DAX a mis fin à une série de records impressionnantes. Les investisseurs prennent leurs bénéfices. Les positions courtes semblent être, les positions longues semblent être de nouveau le terrain de jeu favori des investisseurs. Est-ce qu'on cède à la panique, Eric? Ah non, non, pas du tout, non, non. Non, non, en fait, heu, lundi, on a atteint un nouveau record. Bon, voilà, 25 600. Mais avant ça, jeudi dernier, on avait atteint un premier objectif chartiste, pardon, technique, parce qu'il n'y a plus rien dans le chart pour se faire une opinion, donc on n'est plus que vers des techniques, de report et ainsi de suite. Donc bon, c'est un exercice qui n'est pas facile, pardon, à exécuter parce qu'évidemment, on préfère avoir de l'historique pour pouvoir s'imaginer à quel endroit les prix vont s'arrêter. Bon, globalement, vous considérez que à 23 000, 25 300, vous aviez le premier objectif technique, il a été atteint, on l'a même dépassé vendredi, lundi, dans des volumes toujours aussi faibles, hein, on est à peu près sur les mêmes volumes que la semaine dernière, donc ça veut dire autour de 25 000, 26 000 contrats à jour, c'est-à-dire vraiment le minimum du minimum. Bon, c'est un début, on reste encore dans le début de l'année, hein. Il ne faut pas voir dans la hausse un regain d'activité ou le départ. Non, pour l'instant, ça ressemble à l'année dernière avec 2 fois moins de volume. C'est-à-dire que le marché est tiré, mais avec 2 fois moins de transactions. Donc, nouveau plus haut, dépassement de l'objectif technique et nouveau plus haut vers 25 600 vendredi, lundi. Et là, le petit repli qu'on a, c'est juste un pullback sur le niveau du target. Donc, on a un peu de prise de bénéfice pour ceux qui spéculent, qui est dans le bon sens. Certainement pas des prises de bénéfices d'investisseurs long terme. En tout cas, pour l'instant, on n'a absolument aucune information dans ce sens-là. Il faudrait déjà une augmentation des volumes sur les actions et on l'a pas. Donc, c'est le marché qui vit sa vie sur sa vie technique, puisque chartiste et de conviction, comme vous le disiez il y a quelques minutes, parce qu'on a exactement les mêmes ingrédients que la semaine dernière. Un marché qui est tiré, peu d'acteurs. Peu d'acteurs, alors essentiellement, ça monte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de vendeurs. Donc, en effet, nous n'avons pas de vendeurs long terme qui, eux, continuent de garder leur position tant que ça veut bien monter, en se protégeant avec des options. Bon, on a l'habitude, ça fait 2 ans que ça dure, hein. De toute façon, ils ont tiré les leçons de 2020. Donc, quand en 2019, on était tout en haut et que justement la volatilité était très faible et qu'au niveau de couverture des portefeuilles était faible, quand on a eu le Covid, c'est parti en ligne droite et les gérants ont eu beaucoup de mal à rentrer quand il s'est agi d'avoir un rebond parce qu'ils attendaient un double appui, puis il s'est fait de façon décalée par le haut et tout le monde a couru après le papier. Donc maintenant, c'est terminé. On évite de devoir vendre sous la contrainte et on se protège. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le marché depuis un moment. Et puis, il n'y a pas tellement de drivers. Donc, du coup, vu la conviction, on n'a rien. Il y a pas de visibilité. Au contraire, on n'a qu'un amoncellement de craintes. Mais le marché est insensible. D'une part, parce que vous avez la plupart des investisseurs qui préfèrent regarder à côté, hein, voilà. Tant que le marché veut bien monter, on attend quoi? On attend d'avoir un premier signal de baisse et puis, là, vu le graphique, c'est pas pour tout de suite. Et puis on se protège pour les plus prudents. Je dis pour les plus prudents parce qu'on a beau être encore un cran plus haut, la volatilité est montée d'un cran. Alors ça que j'ai du mal à comprendre parfois parce que, voilà, c'est un petit peu brouillé en termes de capacité à analyser ce qui se passe. On a d'un côté des cours qui sont plus hauts que la semaine dernière, une volatilité qui prend un point et un ratio put-call qui diminue. Donc ça veut dire qu'on se protège moins alors que la volatilité monte et que les cours montent alors que la volatilité devrait baisser. Voilà, c'est un petit peu curieux. Alors peut-être à une charnière de quelque chose, j'en sais rien, il faudra attendre la semaine prochaine
et les données pour pouvoir justement les corréler, les analyser, voir si on arrive à en tirer quelque chose. Mais pour l'instant, on a une situation qui est exactement la même que la semaine dernière, un marché qui est tiré, pas de vendeurs de long terme en position, pas de vendeurs à découvert qui jouent la baisse. On a juste un petit repli qui est tout à fait normal parce qu'on a atteint un objectif. Là, pour envisager de rentrer à nouveau sur le DAX, il va falloir attendre un repli beaucoup plus important, quelque chose de l'ordre de 1000 points. Hein. Il va falloir attendre de revenir vers 24 000. Premier niveau d'intervention, on va dire le pullback que je vous ai matérialisé sur le graphique, c'est-à-dire pardon, 24 750, hein, autour 24 700, c'est le premier niveau sur lequel on peut initier des positions haussières sans viser la lune, hein, c'est-à-dire en visant évidemment 25 600 comme dernier plus haut, et principalement un scénario à jouer avec des options, parce que si vous jouez avec des futurs, vous risquez d'être un peu sous pression, parce qu'on risque d'avoir des mouvements qui sont importants. Je rappelle qu'il n'y a pas de densité, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de densité. Donc, si vous êtes avec des futurs, ça veut dire marge. Marge, d'un jour à l'autre, c'est toujours un petit peu embêtant à tenir avec les futurs. Donc, les options, c'est beaucoup plus facile. Alors justement, Eric, moi je vous écoute, je regarde, effectivement, j'ai un peu de littérature à côté de moi et effectivement, les analystes financiers positionnés ou qui essayent de comprendre le DAX expliquent qu'effectivement, il faut attendre. Alors, vous parlez d'un repli de 1000 points, eux sont sur 700 points. Donc voilà, on est sur le même ordre de grandeur. L'impression que j'ai, Eric, c'est qu'en fait, ce marché ressemble un petit peu à un marché de crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'en fait, il est tenu par des grosses mains qui finalement ont atteint leurs objectifs, peut-être de fin d'année, de début d'année, et attendent donc un repli, un repli nécessaire vers les 24 600, 650 points pour certains, 24 500 points pour vous, pour d'autres. Est-ce que ce serait le cas finalement? Est-ce que le DAX, bah, c'est devenu un marché de grosses mains? Alors, la comparaison avec les cryptos, je ne peux pas la faire parce que de toute façon, je ne connais pas les cryptos. Tout ce que j'en sais, c'est que on a plutôt une concentration de la liquidité dans, effectivement, des grosses mains, donc un marché manipulable et qui est manipulé. Ce n'est pas le cas du DAX. Le DAX, alors, il y a un tirage, donc c'est une certaine forme de manipulation, mais c'est parce que les conditions techniques le permettent. Quel est l'objectif derrière tout ça? Bon, franchement, j'en sais rien. C'est pas très important, en tout cas pour ce qui me concerne, parce que moi je travaille sur l'intraday, donc le temps très court, qui n'a aucun rapport avec même plusieurs jours. Les niveaux que vous mentionnez sont des niveaux qui sont faciles à voir dans le graphique, c'est le haut de la zone de latérisation qu'on a eu l'année dernière pendant 7 mois. Donc évidemment, on est sorti par le haut d'une façon très scolaire d'analyse chartiste. On voit un premier repli sur un pullback et c'est un niveau d'achat. Euh, Tout ça, il n'y a pas de grosse main sur le DAX en fait, hein. Il y a un futur DAX qui peut être tiré par quelques acheteurs de contrats en face desquels vous n'avez pas de vendeurs. Donc je rappelle que faut bien comprendre comment ça fonctionne et c'est un peu technique et c'est essentiellement un marché technique qu'on est en ce moment. C'est-à-dire que vous pouvez tirer les contrats futurs sans aucun problème parce que vous n'avez pas de nombre fini sur les nombres de contrats futurs. Les nombres de contrats, les contrats futurs, ils sont émis à la demande. Tant que vous avez des acheteurs, Eurex en émet. Et vous avez un mécanisme d'arbitrage. Et lui, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à partir du le cours du contrat futur à l'échéance, le troisième vendredi du trimestre, doit être exactement égal à celui de l'indice. Or, vous avez toujours un décalage, ne serait-ce que les taux d'intérêt vont provoquer un décalage. Mais quand vous avez un tirage des contrats futurs, parce qu'on en émet, parce que quelqu'un veut en acheter, ça fait monter le futur. Derrière, vous avez un arbitragiste qui va acheter les paniers d'actions pour que justement l'indice DAX se remette au niveau du futur. Donc vous pouvez avoir les actions qui tirent le futur, mais le futur qui tire les actions. Il faut bien comprendre ce mécanisme. Et il est très embêtant en définitive, parce que si ça se produit comme ça longtemps, à un moment, vous allez avoir en fait un prix des actions qui va être totalement artificiel, puisqu'il va être la résultante de l'arbitrage, parce qu'il faut rattraper le cours des contrats futurs. Donc je ne dis pas qu'il y a, je ne sais pas pour la théorie du complot, en tout cas pas sur ce sujet-là, mais ce qui va se passer à un moment, si ça continue comme ça, c'est que vous allez avoir des gérants qui, eux, vont corréler le prix des actions et le mettre en perspective avec le cours fondamental, de leur analyse fondamentale, de ce que vaut vraiment la boîte. S'ils décident d'un moment que ça vaut pas à ce prix-là,
alors, ils vont vendre. Ils vont vendre doucement, mais derrière eux, il y a les ETF, hein, qui vont enchaîner si les indices baissent. Évidemment, parce que finalement, le bruit, là, en ce début d'année, c'est le risque autour de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Pourtant, bah, le DAX, ça continue d'enchaîner les records. Eric, je me souviens d'une de vos interviews, alors c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Vous faisiez un parallèle extrêmement intéressant, une corrélation extrêmement intéressante avec l'évolution du dollar. Le dollar, en 2025, a perdu près de 15%, le DAX a pris 18%. Est-ce qu'on peut, continuer à regarder le DAX sous le prisme de l'évolution du dollar, selon vous? Oui, bah, l'argent se déplace, il s'est toujours déplacé au gré justement des intérêts qu'on va pouvoir tirer, en plaçant dans une certaine devise ou pas, mais aussi en fonction de l'économie de la devise. Pour l'instant, bah, c'est difficile à dire parce que je suis pas les flux, j'ai pas le moyen de suivre les flux. Tout ce que je vois, moi, c'est un DAX qui ne fait que monter, mais qui ne peut pas baisser, en fait. Encore une fois, si on disait, en fait, l'argent se déplace parce que, bah, il y a plus de rémunération du côté du DAX, bon, pourquoi pas? Mais en vérité, ça monte parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Tous les gérants qui sont placés depuis, pardon, 2023, ils ont conservé. Ils ont conservé parce qu'ils ont encore les stigmates de 2020. Ils veulent pas être pris dans l'obligation de vendre. Donc, parce que c'est très difficile de racheter après. D'ailleurs, vous courez après le papier, ça coûte plus cher. Enfin, vous faites pas de bonnes affaires. Donc, quand vous êtes contraint, c'est comme dans, alors c'est encore plus vrai en intraday. Il faut jamais agir sur la contrainte, sinon, bah, c'est fini, vous faites n'importe quoi. Donc là, tout le monde a bien compris la leçon. Et en fait, personne n'est contraint de vendre quand ils sont en position, hein. Ils sont donc longs sur le marché, gérants de portefeuille, on se comprend bien, on ne se parle pas de hedge fund, on parle de gérants. Eux, ils sont protégés pour pas être contraints de vendre au premier, après le premier trou d'air. Parce que les trous d'air, ils peuvent se produire à n'importe quel moment. On voit bien qu'on est insensible aux mauvaises nouvelles, certes, mais à un moment, il va y en avoir un trou d'air, hein, parce que en fonction de la nouvelle, ça va provoquer quelque chose. Donc, pas être contraint de vendre sur ce qui est potentiellement trop d'air. Rappelez-vous les barrières douanières l'année dernière de Trump, on a fait un flash crack et puis on est remonté aussi vite. Donc ça, c'est typiquement le genre de situation desquelles ils veulent se préserver en n'étant pas obligés de vendre. Les puts permettent, les options de baisse permettent de couvrir les portefeuilles, pas obligé de faire ça. À partir du moment où vous n'avez pas de cette obligation de vente, vous n'avez pas non plus d'initiation de vente à découvert, et là on peut en parler, mais vous avez le graphique est très représentatif de ce qui se passe, c'est-à-dire que plus vous voyez le marché monter et moins vous avez envie de vendre à découvert, c'est un rouleau compresseur, et surtout depuis le début de l'année, il n'y a pas de vendeur en face. Donc le marché, il monte surtout pour des contraintes techniques, et je rappelle, les volumes sont misérables. On est à 25 000 contrats en moyenne par jour depuis le début de l'année. Donc il n'y a pas d'intérêt, il n'y a même pas de déplacement. S'il y avait déplacement d'argent, il y aurait des volumes. Il n'y a pas de volume. Donc pour l'instant, c'est purement technique. Ça monte doucement en apesanteur, je ne sais pas comment dire. C'est un marché qui est totalement artificiel pour le moment. En tout cas, c'est mon point de vue. OK, donc la théorie de l'élastique, ça, il se tend, il se tend, il Ah, se tend et puis à un moment, bah, on va se faire mal au doigt, quoi, en gros. Donc, ce que vous nous dites. Et ben, on vous a perdu, Eric, et c'est OK, du coup, on coupe, on reste là. Merci Eric d'avoir été avec nous, Eric Seban, trader, formateur et coach, avec nous, tous les jeudis matins pour nous aider à comprendre comment, fonctionne et comment, eh bien, peut-être trader, l'indice phare allemand. Donc on a compris le message en substance, une forme de, léthargie haussière, une forme d'inertie haussière, face à laquelle, eh bien, il faut quand même se méfier puisque potentiellement, eh bien, le moindre, la véritable information qui sera travaillée par les marchés, l'information sensible qui sensibilisera les marchés, eh bien, pourrait faire reculer le DAX comme l'a été la politique commerciale américaine. Merci Eric, à très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité de notre côté. On se retrouve dans un instant pour le duel des services pétroliers avec Richard Morin. Tout de suite.